Bonsoir Alphonse Moïsouli. Bonsoir à vous, Vigile Avancé, bonsoir à tous. Bonsoir Saturnin Yossou. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Joël Tchoué, bonsoir. Bonsoir Vigile, bonsoir à toutes et à tous. Le procès ICC Service a pris une nouvelle tournure, on va dire, avec les débats ce matin. Donc, à l'ouverture de l'audience, beaucoup de pression sur certains acteurs de ce procès, aussi bien avocats que certains membres de la Cour. Tout ceci ajouté, n'est-ce pas, à cette vidéo qui circulait déjà sur les réseaux sociaux, vidéo montrant donc des individus habillés en tenue militaire avec des menaces toujours au sujet de ce procès, demandant l'interruption même du procès. L'ambiance aura changé aussi bien à la Criette que dans l'opinion. Un sujet majeur auquel nous allons nous intéresser ce soir dans ce débat. Alphonse Moïsouli, quelles sont vos impressions après avoir vu ce changement-là, ce changement subit, on m'a dit? Non, moi je me demande qui a intérêt à faire pression. À qui profitent les différentes pressions? Parce que c'est normal hein, quand vous intervenez dans un dossier pareil et que vous recevez des pressions, forcément votre ardeur s'émousse. Mais je me dis, qui a intérêt à faire pression? Pourquoi doit-on faire pression sur ceux qui interviennent si l'objectif du procès c'est de faire éclater la vérité? C'est pour que les déposants au terme du procès sachent réellement qui les a floués, qui doit pouvoir leur rembourser leurs sous. Mais je me dis, c'est quand même un peu malsain que l'on cherche à étouffer la vérité. Parce que faire pression sur ceux qui interviennent, faire pression sur les magistrats, les avocats, parce que ce matin, le problème a été posé en début de séance. Je me dis, mais qui a intérêt à le faire? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est les anti-procès ou bien les pro-procès qui font la pression. La pression peut venir de toutes parts et on peut faire porter le chapeau à qui on veut. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache pourquoi fait-on pression. Moi, je demanderais sincèrement à ceux qui interviennent, s'ils sont sûrs de la justesse de leur argumentaire, s'ils sont sûrs de leurs allégations, ils n'ont pas à avoir peur. Quand on est sur le droit chemin, quand on dit la vérité, on n'a pas peur. Parce que c'est celui qui n'est pas sûr de ce qu'il dit qui pourrait avoir peur. Mais quand c'est pour participer à la manifestation de la vérité, on doit tenir dire. Parce que celui qui vous fait la pression, dès qu'il sent en même temps que vous avez accusé le coup, il vous assène peut-être le coup fatal. Eh bien, Saturnin Yossou, la peur a gagné la Criette, aurais-je dit. Je ne sais pas si j'exagère les choses. Mais la sérénité à laquelle appelle le président Syriac Diossa, apparemment semble malgré tout déserter le forum. Je ne connais pas le fondement réel de cette peur, parce que c'est ce que les appelés devant la Cour ont dit, qui nous ont fait croire qu'ils subissent des pressions hors couloir de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Est-ce que réellement c'est le cas? Le contexte pourrait nous amener à faire ces analyses-là. Pourquoi? Parce que les faits pour lesquels ceux-là comparaissent devant la Cour ne datent pas d'aujourd'hui. Nous étions en 2010 quand tout ceci a connu ce développement et nous sommes aujourd'hui fin 2018, nous sommes en train d'aller en 2009. Si c'était vrai, je pourrais comprendre que ceux qui seraient impliqués veuillent se protéger. Mais je pense que 2010, si entre-temps c'était à supposer que c'est les hommes de l'ancien régime qui seraient en train de mettre cette pression, 2010, Boni Yahya a quitté le pouvoir en 2016. Je ne pense pas que 6 années n'auraient pas suffi à ceux-là pour se mettre suffisamment en sécurité, pour ne pas être appelés par la suite, d'autant qu'ils savent que dans les prisons du Bénin, sauf erreur de ma part, séjournent encore les principaux concernés, ceux-là qui ont créé ces structures, qui sont interpellés depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Ils le savent, ils savent qu'après leur départ, le dossier sera appelé devant une cour. Et par conséquent, qu'ils auraient, je prends ces précautions-là, ils auraient suffisamment nettoyé leurs arrières, si en temps ils en avaient, qui pourraient donc révéler leur complicité dans cette affaire. Ils auraient nettoyé leurs arrières. Nettoyer de quelle manière? Et on aurait nettoyé quoi? Puisqu'on a les principaux acteurs quand même qui sont encore à la Criette devant cette cour en train de témoigner aujourd'hui. Devant la justice, au-delà des déclarations, il y a des éléments de preuve auxquels on accorde foi.
Si je viens, je dis, je suis sur le plateau, je prends cet exemple, excusez du peu, Alphonse Moïse Soulé, j'ai donné 10 milliards à Alphonse Moïse Soulé. Alphonse Moïse Soulé dit, je n'ai jamais reçu 10 milliards de mes mains. Et c'est sa parole ou c'est ma parole contre la sienne. Il faudra que quelque part on nous départage. Et si j'ai la possibilité de sortir un document sur lequel j'ai fait décharger Alphonse Moïse Soulé quand il prenait 10 milliards, j'aurais convaincu la Cour, au-delà de mes déclarations, que c'est réel ce que je dis. Mais tant que je n'ai pas la possibilité de sortir un document, en tout cas Alphonse Moïse Soulé, a priori, n'aura rien à craindre. Je prends le cas d'espèce. J'ai entendu de noms de personnes dirigeantes de cellules, pour ne pas les nommer, quand on a dit qu'on a donné des millions ou des milliards à quelqu'un et la personne aurait trouvé une agence qui permettrait à la structure ICC Service de régulariser sa situation. La dernière fois, j'ai entendu le président de la Cour demander au sieur Tegbenou s'il a un document qui prouve, puisqu'il avait dit que quand il remettait ces millions-là quelque part à un carrefour à Porto Novo, celui à qui il a rendu les sous a déchargé. La Cour lui a demandé s'il peut retrouver le document. Il a dit oui qu'il pourrait retrouver le document. Il pourrait demander à son fils d'aller chercher à la maison s'il pourrait trouver ce document. Un document du genre, par exemple, je pourrais sentir que je pourrais être d'accord que sorti et présenté devant la Cour compromettrait celui-là qui a réellement laissé cette décharge et qui aurait réellement donc pris cet argent. Je comprendrais alors que celui-là mette une certaine pression d'une manière ou d'une autre, puisque lui, sauf erreur de ma part, n'a pas été interpellé, n'a pas été incarcéré jusqu'ici. Je comprendrais que celui-là, ayant pris connaissance de l'existence de ce document, fasse des pressions pour que celui qui doit apporter le document ne l'apporte pas. Face des pressions, vous pensez par exemple à un cambriolage au domicile de M. Tegbenou? Je ne voudrais pas donner d'idées aux gens, je ne voudrais pas faire, s'il vous plaît, je ne voudrais pas faire... Vous n'avez pas conçu ceci avec eux, donc ils ont certainement plus d'idées que vous. Un cambriolage en ce moment, si au domicile de Tegbenou où se trouverait ce document, on conclurait tout de suite que c'est celui-là où je pense qu'ils ne sont pas suffisamment bêtes pour procéder de la sorte afin qu'on aille directement vers eux. La pression, ça peut être de différentes manières. Si on a la possibilité, si les gens avaient la possibilité de toucher ceux qui font cette déclaration, de leur dire attention si tu fais, encore qu'il faut s'interroger sur ce que craindraient ceux-là. Ceux qui ont séjourné en prison depuis 2018 jusqu'ici en 2018, je ne sais pas, de 2010 à 2018, je ne sais pas si en 2018, en voulant parler, ils devraient avoir une autre peur que ça, après 8 ans de séjour carcéral, peur en voulant faire une déclaration pour dire, j'ai reçu des pressions, si je fais des déclarations, j'appelle X ou Y, ma situation pourrait passer, en tout cas, aller de mal en pis, comme on le dirait. C'est pourquoi je fais cette analyse pour dire, est-ce que c'est réel des pressions qu'on reçoit? Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Et quand on est devant une cour, on fait des déclarations, on doit être suffisamment responsable de ces déclarations, on doit pouvoir prouver ce qu'on dit. Et là-dessus, s'il y a déjà fait 8 ans en prison et que je me rends compte qu'en face, il y a quelqu'un qui était également impliqué qu'on n'a pas eu, je ne sais pas si j'aurais froid aux yeux en disant si tant est que ce n'est pas de la diffamation, de la calomnie, de la dénonciation calomnieuse, comme on le dirait, et que je suis convaincu. Eh bien, il n'a pas encore de nom actuellement, Joël Toubé, mais on parle plutôt des appels de certaines autorités, sans les nommer non plus, des autorités qui, par le passé, n'est-ce pas, ont été proches de ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que dans ce dossier de menaces qui pèserait donc sur les principaux accusés ou les principaux témoins appelés donc à la barre devant la criette dans ce procès ICC Service, c'est un dossier qu'il faut prendre au sérieux. Parce que vous savez, nous sommes là dans un dossier qui a une double nature. Un dossier à la fois judiciaire, qui a un volet juridique, et puis quand même hautement également politisé. Puisque, je ne me rappelle pas, politique ou bien politisé. Je emploie donc les deux. Parce que n'oubliez pas que le profil des acteurs qui sont appelés depuis que ce procès a commencé, quand vous interrogez leur parcours, vous les retrouvez dans quelle arène? Vous les retrouvez la plupart du temps dans l'arène politique parce que ce qui leur reproché est venu à l'occasion de l'exercice de leur fonction, soit ministre, soit procureur par ici, soit directeur de telle structure par là, soit étant proche donc du chef de l'État, Thomas Bouniaï. Et donc, moi je pense que les affaires de menaces, c'est une évidence, puisque ceux qui viennent devant donc les juges de la cour et qui appellent donc des noms, qui font référence
à des dates même qui semblent accuser. Vous avez entendu des gens dire ici service, c'est le promoteur c'est telle personne. Jusque-là, on n'a pas encore eu les preuves. Il y a une action en justice qui serait donc en train donc d'être intentée. Donc, il y a beaucoup de déclarations, d'affirmations. Mais devant cette cour, puisque c'est un procès retransmis en direct, on n'a pas encore exhibé les preuves pour accabler ou bien certifier donc les accusations. Maintenant, pour faire ombrage et empêcher que la vérité donc ne soit rendue publique, les personnes qui se sentent évidemment coupables dans ce dossier peuvent chercher évidemment à influencer les personnes qui se trouvent devant le juge aujourd'hui. Et donc, moi je pense que ce qu'il faut déjà faire, parce que vous suivez certainement les fictions, vous suivez donc les films d'enquête, les films d'investigation, comment ça se passe. Actuellement, il est plus à souhaiter que on puisse déjà, en tant qu'État sérieux, en tant qu'une cour de répression, puisque c'est le nom de cette cour désormais, et que on fait comparaître, qu'on demande aux accusés de venir, et aux témoins, on doit pouvoir leur assurer un minimum de sécurité. Vous parliez il y a un instant de cette possibilité qu'on ait cambriolé chez les principaux accusés qui ont affirmé publiquement, au cours d'un procès médiatisé, qu'on pourrait demander à un fils d'aller chercher un document pour compromettre quelqu'un. Aucun accusé n'a encore dit qu'il est en insécurité. Le représentant du ministère public, le procureur spécial, a dit que tout est mis en œuvre pour leur sécurité, pour la sécurité de tous les acteurs qui interviennent dans le procès. Bon, une chose est de le dire, une chose également de le faire constater sur le terrain. Parce que, n'oubliez pas, quand vous suivez encore une fois les films de ces gens-là, il n'est pas exclu que, pas pour donner des idées aux gens, il n'est pas exclu que on aille jusqu'à éliminer physiquement des personnes. Dans ce dossier, par exemple, je suivais dernièrement sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait, mais curieusement, tous les gardes-corps qui étaient derrière les personnes sont donc passés de vie à trépas. Que c'est curieux. Vous voyez? Donc, quand vous voyez comme ça que on peut aller jusqu'à éliminer même des témoins, des accusés dans leur cellule, ça voudra dire qu'on doit prendre ce dossier-là au sérieux. Parce que ceux qui sont en jeu, il y a des enjeux également politiques qui sont dedans. Quand quelqu'un vient et fait des déclarations qui tentent donc à nuire à votre honorabilité, vous comprenez que en tant que celui qu'on accable, je dois quand même réagir. Votre crainte est peut-être justifiée, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une manière ou d'une autre, tout ça a été assuré, puisque vous avez vu, tout le monde a vu comment ce procès nous a comme surpris, a surpris tout le monde. Est-ce que il n'y a pas une mesure, n'est-ce pas, pour protéger ces acteurs, ces témoins-là? Bon, pour protéger les témoins ou les accusés, je pense que, encore une fois, quand on a fait l'option de médiatiser le procès, quand on a communiqué abondamment sur le procès, et quand on connaît un peu le profil d'acteurs, ces acteurs-là donc qui seront appelés à témoigner ou bien qui sont poursuivis, je pense que est-ce que tout est mis en œuvre pour effectivement assurer le minimum de sécurité à ces personnes-là? En tout cas, moi, assis donc ici ce soir, je continue donc de manifester votre préoccupation. Ma crainte. Et vous parliez un instant des appels. Je pense que dans un pays sérieux, les opérateurs de téléphonie mobile, on doit pouvoir, dans un procès aussi important, on doit pouvoir prendre des dispositions également pour filer ceux qui sont en train d'appeler. Si c'est des numéros, on doit pouvoir les traquer. C'est le procureur social qui en parlait. Quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il ne connaît pas ceux qui appellent ou celui qui appelle. Mais pas de nom ce matin à la Criette, mais quand même beaucoup d'indices. On nous a parlé par exemple d'un parti politique qui organiserait, n'est-ce pas, ses coordonnateurs ou ses coordinations départementales pour des marches, pour dire niet à ce procès, Alphonse Moïse-Soudé. Non, je crois que la République doit prendre ses responsabilités. Nul n'a le droit d'empêcher l'éclatement de la vérité. Et je dis, nul n'a le droit d'empêcher l'éclatement de la vérité. Ceux qui sont appelés à la barre pour témoigner, que ce soit les accusés, les sachants, aujourd'hui, s'ils ont reçu des coups de fil, c'est facile, nous avons des services de renseignement où on peut tracer les appels, où on peut même écouter. Donc on peut peut-être... Ça, c'est pas la chose compliquée quand on a écouté donc, oui, la cour ce matin. C'est une raison pour dire que
on doit pouvoir rassurer les accusés pour dire, écoutez, parlez en toute quiétude, votre sécurité est en prise à charge. Maintenant, les partis qui organiseraient, écoutez, si on réunit toutes les preuves, qu'ils sont en train de vouloir organiser une marche pour intimider, pour peut-être pour donner un coup de frein à l'évolution du procès, que la République prenne ses responsabilités. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est pourquoi je dis que ce soit les accusés, les sachants, si l'on ne se reproche rien, l'on doit pouvoir se présenter à la barre parce que le témoin a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Et quand vous êtes interpellé dans un procès qui a marqué certainement l'histoire du pays, vous devez pouvoir dire la vérité, pas votre vérité, mais vous devez pouvoir dire la vérité. Maintenant, si vous tronquez la vérité, ça peut... Moi, je n'ai aucune preuve de pression exercée sur les intéressés, mais ils l'ont dit, parce que le matin, les gens ont voulu être rassurés, et j'ai aimé quand même l'intervention du procureur, procureur spécial qui les rassurait pour dire, parce que l'État ne peut pas ouvrir ce genre de procès sans non seulement garantir la sécurité aux intéressés, garantir la sécurité à leur famille, parce que c'est très important. La pression peut venir de la famille. La pression peut venir de la famille, comme la pression peut venir de ceux qui se sentiraient menacés. Parce qu'il suffit juste qu'on dise, toi tu es en prison, mais tes enfants ne sont pas en prison. Nous savons ce qu'on peut faire. Donc la pression peut venir de toutes parts. Ce n'est pas forcément ceux qui sont impliqués, mais si vous avez par exemple dans votre famille des gens très, très sensibles, quand ils vous écoutent, ils peuvent vous dire, attention, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, mais ne pense pas à toi seul. Parce que tu viens d'une famille, si, comme on dit chez nous, si on te rate, on ne va pas rater les autres membres de la famille. C'est pratiquement la même pression que les journalistes aussi subissent quand vous jouez au Django, vous voulez aborder des dossiers, et quand on arrive à pas vous faire fléchir votre position, on passe par des amis, on passe par la famille, on dit écoute, ton ami, ton champion, il joue au Django, en dépit de tout, il continue de parler, on fait la pression. Donc il y a la pression familiale, il peut y avoir la pression des amis, mais pas forcément la pression de ceux qui sont impliqués. Ceux qui se sentent le nom déjà cité vont dire écoute, appelle-lui, dis-lui d'arrêter. On peut aussi, à travers les pressions, faire des promesses aux gens pour dire écoute, parce que là, c'est en direct, personne ne sait quel nom sera cité demain, personne ne sait quel nom sera cité l'instant d'après, donc ceux qui entre-temps se seraient retrouvés prendront les précautions pour que leur nom ne soit pas cité, parce que, comme je l'ai dit hier, c'est un procès qui est retransmis en direct, et quand la parole s'en va, c'est une bombe, quand elle s'en va, on a du mal à la récupérer, on a du mal à réparer votre image qui aurait déjà pris un coup. Saturnin Diosso, le procureur spécial, a rassuré, le président de la Cour a rassuré, mais est-ce que cela suffira pour, n'est-ce pas, rassurer ces différents témoins, ces acteurs, et, n'est-ce pas, faire en sorte que le procès se déroule en toute sérénité? Je ne sais pas en quoi consiste l'assurance que le procureur spécial et le président de la Cour donnent aux témoins, que ce soit des sachants ou autres qui comparaissent devant cette cour. Puisque vous posez la question, je peux vous dire, le procureur spécial dit par exemple que tout propos, tout témoignage que vous faites, n'est-ce pas, devant une cour, dans un procès, c'est comme si vous parliez, vous étiez député, vous parliez à l'Assemblée nationale, vous êtes couvert d'immunité, donc pas de problème, parlez, même les menaces de procès en vue, tout ça, ça ne veut rien dire. Eh bien, vous parlez devant la cour, ça reste là. Voilà, en résumé. C'est facile de le dire. Cela n'a pas empêché, là je donne le nom, un certain Victor Tokpanou, qui est un sachant de droit. Dès qu'on a appelé son nom pour tenir certains propos, quand il a pris la parole, je me souviens qu'il disait, pardon, devant la cour, qu'il a entendu des choses graves sur son honorabilité et qu'il plaise à la cour de demander à ceux qui font cette déclaration de pouvoir en apporter la preuve. Et s'il n'arrivait pas à en apporter la preuve, de bien vouloir lui réserver le droit de poursuivre ça plus tard. Et je crois que le président avait demandé juste par la suite si c'était une menace qu'il faisait. Il disait que ce n'était pas une menace. Cela n'a pas aussi empêché les avocats de Boni Yahi monter au créneau pour dire qu'ils assignent X, Y et Z. Quand on écoute sur le procureur, c'est pour rien. Mais c'est le procureur, ça. Ceux-là qui
poursuivent, en tout cas qui sont constitués les avocats de Bonignaï, vous allez nous dire qu'ils ne connaissent rien en droit, ils ne savent pas qu'il y a cette disposition-là qui couvrirait les témoins. Ça va être du moins un débat juridique. Ça va être un débat juridique et celui qui aura des arguments gagnera certainement. Je trouve que l'assurance consisterait en sorte, à mon avis, et là ce serait une assurance efficace quand on dira que bon, c'est nous qui sommes là. Nous sommes la criette, nous sommes placés sous l'autorité du ministère de la Justice et quand on irait déposer n'importe quelle plainte, pendant que nous sommes là, nous avons la possibilité de ne pas faire aboutir ça. Même si on ne faisait pas aboutir ceci, le régime pourra changer et les mêmes personnes, ceux qui se sentent salis aujourd'hui, peuvent rappeler ces dossiers. Si l'administration changeait, on peut leur donner gain de cause. C'est pourquoi je me demande en quoi consiste cette assurance. Je pense plutôt que l'esprit dans lequel, je ne le sais, étaient ceux de la criette en disant nous allons médiatiser parce que le procès était public. Ceux qui voulaient pouvaient se rendre à la criette et la disposition était prise pour contenir ceux qui pouvaient l'être. Et même, je crois que c'était fait dans le procès d'Anivor où le tribunal de Cotonou débordant, la salle d'audience débordant de monde, il y a eu des haut-parleurs qui ont été installés pour que ceux qui ont fait le déplacement, qui n'ont pas eu accès à la salle, puissent suivre ça de dehors. En décidant de médiatiser le procès, je ne sais pas quel esprit, certainement, je suppose, on dira que ceux qui sont spoliés sont nombreux, vu l'envergure de l'affaire, on leur permettra tout le monde ne pourrait pas avoir accès à la criette. Et quel est le gain qu'ils auront en suivant ça? Remuer le couteau dans la plaie, se sentirait-il moralement soulagé en disant, bon, telle personne a été condamnée, telle autre personne, parce que c'est ceux qui ont été complices dans le dossier dans lequel nous-mêmes, nous sommes d'abord, oui, nous sommes coupables en poursuivant ce gain facile. Est-ce le gain ou le gain est de pouvoir permettre à ce que cela entre en possession de ce qu'ils ont déposé? Si ce n'était pas le cas, il fallait s'interroger. Si vous voulez de la vérité, des témoins, des gens qui sont des personnes clés dans ce dossier, que vous faites comparaître devant une cour, radio ouvert, sur le monde, et qu'ils tiennent des propos et peuvent se sentir pas en sécurité, et quelle que soit l'assurance d'un juge, même si les tests de loi protégeaient, nous sommes au Bénin, vous savez que ce n'est pas que devant la justice que des gens pourraient éventuellement attaquer ceux qui font des déclarations, ils peuvent user d'autres moyens. Et les témoins ne se sentiraient pas en sécurité. Je trouve qu'en décidant de médiatiser le procès, on devait penser à tout ça, que l'assurance qui est donnée juste à ceux-là ne suffirait pas. Je crois que nous sommes dans ce cas de figure si réellement ceux-là étaient menacés. J'ajoute qu'en prison, je crois, je ne sais pas si les détenus ont le droit d'utiliser le téléphone en prison. Je pense que non. Et si ceux qui sont dehors, qui voudraient menacer et qui appelleraient, arrivent à trouver un canal pour atteindre les prisonniers, quelqu'un a déjà dit sur le plateau, les maisons de téléphonie mobile peuvent fournir ces numéros-là qui ont appelé, si possible, fournir... Il n'a pas été clairement dit que ce sont ceux-là qui sont en prison qui sont appelés. Il m'a semblé d'ailleurs que c'est plus, n'est-ce pas, ces anciens ministres, ces anciens fonctionnaires, n'est-ce pas, qui sont témoins ou sachants dans le dossier, qui sont appelés. Et même là-dessus, je pense que je ne suis pas du domaine. La Cour ouvrant ce procès devait prendre des mesures déjà. Bon, c'est vrai que quand on est sachant, on ne reste pas dans le boss des témoins. Je ne sais pas trop comment ça se passe. On devait prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous ceux-là. Et si entre-temps ils étaient réellement menacés dehors ou à l'intérieur d'une prison, on peut retracer, on peut avoir les numéros. La dernière fois, j'ai entendu un truc du genre, c'est quand on a repris le procès d'Anivor à Cotonou, où le sieur Alofa disait que alors qu'il devrait comparaître le lendemain devant cette cour, après la veille, on l'a appelé par téléphone et son avocat demandait à ce qu'il sorte, qu'il raconte cette conversation. Malheureusement, la cour n'avait pas permis ça en somme. Je sais que ça pourrait se faire alors, ayant écouté ça du sieur Alofa dans un autre dossier, mais la criette devrait prendre sa disposition et s'attendre à ça. C'est surprenant que ce soit là maintenant qu'on découvre qu'il y a des menaces ou qu'il pouvait avoir des menaces. C'était déjà prévisible, à mon avis. Eh bien, quand on écoute ça, si on fait froid, n'est-ce pas, à la cour, à ces pressions qui seraient en train d'être faites, mais est-ce que on ne peut pas dire que sans doute c'est quand même des gens qui ont intérêt dans ce dossier-là, qui sont en train de faire cette pression-là? Est-ce que ces personnes n'auraient pas intérêt, pour me répéter, à ce que, bien, s'ils doivent être écoutés de la cour, qu'ils viennent simplement se laver leur honneur, plutôt que
de passer par des pressions. Est-ce que cela ne les accuse pas déjà, ça? La question que moi je continue de me poser pour l'heure, c'est déjà que nous puissions nous interroger sur la nature de ces pressions-là. Parce que quand on parle de pression, dans le subconscient collectif, on pourrait penser que oui, ce sont des accusés, vraiment des personnes coupables des faits dont on parle ici et maintenant, qui sont les potentiels acteurs qui menaceraient et qui voudraient peut-être, au détour donc de ces menaces-là, se couvrir pour ne pas être cité comme peut-être le coupable, pour ne pas que la vérité puisse éclater. Mais on oublie que dans ce dossier, je parle tout à l'heure donc d'enjeux politiques, n'oubliez pas que le terme, on en a parlé, nous sommes à quelques mois donc des échéances électorales, nous sommes dans un contexte où nous savons ce qui se passe en termes de rapport de force sur l'espace public, en termes donc de gouvernance et tout. Donc je dis que, une fois encore, la pression peut venir de la part de certaines personnes qui peut-être voudraient instrumentaliser les témoins et les accusés pour faire peut-être accuser d'autres personnes. Ça également, c'est une éventualité. Donc, moi, je suis resté sur ma sorte. Quand on a dit qu'on met la pression, est-ce que ces personnes-là qui reçoivent ces pressions-là, est-ce que c'est des pressions qui viennent seulement du camp de ceux qui voudraient pas qu'on les cite, ou bien c'est des gens qui veulent faire dire à ces personnes-là, bon, allez dire ceci, puisque désormais vous êtes témoin, vous êtes accusé, bon, je vous demande donc de citer le nom de telle personne, ou bien continuer de cette même façon-là, continuez donc pas à faire des révélations, puisque quelqu'un l'a déjà dit sur le plateau, vous êtes déjà accusé, vous avez déjà passé 8 ans en prison, vous pouvez dire, bon, Cabri, moi, n'a plus peur du couteau, si demain, je ne vous le souhaite pas, demain on sort un autre nom, alors que le monsieur, il n'est même pas ni proche, ni il ne connaît pas le dossier, il n'a pas été impliqué. Mais une fois devant la cour, on sort votre nom. Donc c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse faire extrêmement attention. La nature des pressions, ainsi que donc le profil de ceux qui menacent, on doit pouvoir commencer par les retracer et ne pas peut-être avoir le regard seulement tourné vers ceux qui ne voudraient pas que la vérité puisse éclater. Je l'ai donc expliqué tout à l'heure. Maintenant, l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, puisque Alphonse Moïse-Soulé donc parlait tout à l'heure de la famille et tout, n'oubliez pas encore que la famille des inculpés, ou bien des accusés, ou bien des témoins, peuvent également recevoir des pressions. C'est-à-dire que devant une cour, on a médiatisé un procès, vous allez faire des déclarations, parce que je sais que je ne peux plus peut-être vous atteindre, vous, je peux demander, je peux faire pression sur votre famille. Et au moyen de cette pression-là, votre famille deviendra l'acteur principal qui vous met, vous, maintenant la pression. Donc, on doit pouvoir situer les niveaux de pression et de responsabilité dans cette histoire pour qu'on ne soit pas là à braquer et à faire croire que c'est dans un temps, certainement, ceux qui ne veulent pas que la vérité éclate, que c'est eux, certainement, qui sont de faire pression sur les gens. Maintenant, on a des agents de renseignement au Bénin. Nous avons donc un dispositif là. Je pense que j'attends de voir peut-être l'efficacité donc de l'action qui est prévue si éventuellement la criette avait pensé à ce point donc de la question, ça va donc les menaces. J'attends de voir. Mais pour le moment, je constate que si le dispositif était mis en place, ce dispositif-là n'a pas encore commencé à fonctionner. Sinon, autrement, aujourd'hui, par exemple, les témoins ou bien les accusés ne seraient pas en train de nous dire qu'il y a des coups de fil qui seraient donc reçus, il y aura des pressions, ça et là et tout. Maintenant, il revient à l'État donc de jouer son rôle. Et ici, ce ne sont même pas les accusés, justement, qui expriment donc ces pressions. Ce sont les membres de la Cour, c'est le procureur spécial, c'est le président de la Cour. Mais si c'est le procureur spécial qui lui-même reçoit des pressions, le procureur... Ne fait pas des pressions reçues par les témoins, les sachants. Est-ce que le procureur lui-même est menacé? Est-ce que le président de la Cour est menacé? Si vous posez la question, je sais que le procureur spécial avait déjà évoqué des pressions sur sa personne, enfin des appels, voilà. Donc, je pense que dans ce cas, ça voudra dire que quoi? Et les témoins, puisque vous parlez de procureur qui aurait rapporté les menaces dont on aurait fait cas, ces témoins-là, les témoins, vous les connaissez, ce sont encore les anciens hommes forts de la République, donc les collaborateurs de Boni Yahi. Donc ça voudra dire que quoi? Si on me dit que le procureur lui-même déjà
il est sous pression. Je sais que dans la structuration introduite donc dans la loi, le procureur, il est sous l'autorité du ministre. Il ne reçoit que peut-être des ordres donc du ministre, par exemple, du garde des Sceaux. Est-ce que c'est de ce côté-là que les pressions viennent? Je ne saurais le dire. Est-ce que c'est parce que lui-même, avant d'être nommé procureur, il a un parcours, il vient d'un cercle professionnel? Est-ce que c'est peut-être ses collègues magistrats qui lui mettent la pression? Est-ce que ce sont les mêmes politiques qui lui mettent la pression? Est-ce que le président de la Cour, bon, la Criette, lui aussi est nommé, on sait également ce qui se passe? Est-ce que donc des questions surgissent encore? On peut se dire aussi que ce sont ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité éclate qui seraient en train de mettre ces pressions-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je voudrais qu'au-delà de ce que vous dites, ce que j'ajoute, c'est simplement quoi? Quand vous dites que c'est ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité éclate, ça peut être donc des deux côtés. Ça peut venir du camp où effectivement le monsieur se sent coupable. C'est-à-dire que dans le dossier TC Service, je reconnais que je suis coupable effectivement. Et que si je laisse le procès suivre son cours normal, on risque effectivement d'établir ma culpabilité et finir par donc me jeter en prison. Je peux donc faire pression sur et accusé et témoin et le procureur spécial. Je passerai donc par tous les moyens pour faire ombrage à l'éclatement de la vérité. Mais également, ça peut venir de ceux qui peut-être veulent instrumentaliser, porter un habit à la vérité. Parce que n'oubliez pas, la vérité qui sera peut-être la vérité des hommes, puisque de par mon éducation religieuse, je sais qu'il n'y a qu'une seule vérité qui est sans tâche, c'est la vérité de Dieu. Alors la vérité qui sera donc la vérité donc des hommes, la vérité donc de la cour, devant cette cour-là finalement, et en vertu donc de laquelle on va finalement juger donc les gens, les condamner ou bien les acquitter, ça serait peut-être une vérité habillée. Donc, ceux qui peut-être veulent instrumentaliser aujourd'hui pour orienter la vérité dans un sens, peuvent également mettre la pression. Donc, ne croyons pas que quand on parle de pression, c'est uniquement ceux qui sont coupables mais qui veulent empêcher que la vérité éclate. Dans ce dossier, on sait, ceux qui sont là actuellement, qui sont au pouvoir, nous savons les proximités, les relations qu'ils ont eu à avoir, à entretenir avec les anciens hommes forts du pays. Donc, dans tous les cas, je pense que ceux qui veulent également, ceux qui veulent instrumentaliser, peuvent instrumentaliser les gens, mettant pression pour dire, détourner la vérité. Vous êtes Émile Tebbenou, vous êtes Guy Akplogan, mais on vous dira peut-être, il faut détourner la vérité de ce côté-là pour qu'on puisse inculper quelqu'un. Donc je pense qu'il faut considérer donc considérons donc les deux pistes pour ne pas tomber donc dans la fatalité ou bien dans la naïveté. Alphonse Soudé, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi la Cour, avec le procureur spécial, comme le disait le président de la Cour ce matin, qui a à sa disposition la force publique, a choisi quand même extérioriser, rendre public ces pressions-là, que d'agir, de chercher les auteurs et de les mettre, n'est-ce pas, en état de nuire. Non seulement c'est pour informer ceux qui suivent de très près le procès, mais c'est pour dire à ceux qui exercent ces pressions-là que nous sommes au courant de ce que vous faites. Donc ça peut être aussi... Eh bien, qui exprime ces gens de peur peuvent peut-être d'abord et déjà non, avoir ça peur. peut être aussi pour dissuader ceux qui auraient l'intention de le faire. Pour moi, ça ne pose pas un problème puisque tout est diffusé dans tout le pays. Mais le procureur veut rassurer les gens et veut informer ceux qui auraient de pareils plans pour dire nous avons des dispositions, peut-être, pour savoir qui fait quoi, d'où. Donc, pour moi, c'est pour dissuader. Est-ce qu'en le faisant ainsi, est-ce que ça ne renforce pas, n'est-ce pas, cette peur non seulement à la criette entre acteurs concernés par ce procès, mais cette peur distillée carrément dans le pays? On va revenir à cette vidéo dont je parlais tantôt. Le courage est individuel. Le courage est individuel. Si je reçois une pression et que nous sommes tous là à recevoir, nous sommes 4 sur le plateau, on reçoit la même pression, l'assurance qu'on va nous donner, on n'aura pas le même courage. Il y a quelqu'un, peut-être dès qu'il a reçu la pression, quel que soit ce que vous lui direz, la peur s'est installée et il va gérer la peur. Mais il y a quelqu'un d'autre, les pressions ne lui diront rien, votre assurance ne lui dira rien. Donc c'est en fonction de la personnalité de chaque individu. Tout le monde ne peut pas avoir peur. Il y a des gens peut-être qui sont sensibles, qui ont accusé le coup et qui visiblement affichent leur peur. Mais il y a certains qui diront, écoute, moi, je ne me reproche rien,
quelqu'un peut dire, j'ai déjà fait 8 ans, 9 ans en prison, c'est pas aujourd'hui que je répète, puisque j'ai déjà perdu 8 ans ou 9 ans de ma vie en prison. Donc, la peur, elle dépend de chaque individu. Il y a certains... Oui, mais je parle de la gestion de la peur même par la cour. Non, écoutez, c'est tellement qu'on a essayé en coulisses de rassurer les intervenants, mais on s'est rendu compte que en réalité, ils ne sont pas rassurés. Et en prenant par exemple, parce que dire, comme on l'a dit, que tout le monde l'a entendu, c'est prendre le peuple à témoin. Pour dire, attention, dans le travail que nous sommes en train de faire pour la manifestation de la vérité, il y a des quidam quelque part tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que la vérité se manifeste. Parce que quand on fait pression sur quelqu'un, c'est pour deux choses. C'est pour que tu maintiennes la version des faits, que tu maintiennes tes déclarations, et de l'autre côté, l'autre pression peut dire non, change ta déclaration. Donc la pression peut venir d'une part comme de l'autre. On ne peut pas dire que c'est forcément... Je ne sais pas si le détail a pour vous une importance. On ne sait pas, hein, on ne nous a pas dit sous quelle forme, n'est-ce pas, ceux-là qui sont menacés ont saisi la cour. Est-ce que c'est juste un compte rendu oral comme ça, où ils ont été saisis par courrier, ou est-ce qu'ils se sont vus pour se dire ça? Ça n'a pas d'importance? Non, vous savez, on peut, dans vos déclarations, parce que le procès a commencé, nous sommes à la 6e journée, on a vu le tonus, on a vu la vivacité avec laquelle les gens parlent. Et quand de jour en jour, on constate Pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde, mais quand on constate que vous baissez En intensité. en intensité, vous n'êtes plus enthousiaste comme au départ, on va se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est tellement qu'on a remarqué un peu, on peut lire, vous savez que sur le visage de certaines personnes, on arrive à lire facilement. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour préparer cette émission, je me suis donné ce devoir de suivre. Les accusés ou les sachants n'ont même pas pris la parole encore. Donc, on n'a pas pu lire, comme vous dites, l'intensité ou non. Oui, justement, en faisant cela, parce que moi je dis, le procureur spécial a bien fait de le dire. C'est pour rassurer ceux qui vont prendre la parole par la suite. Pour dire et pour menacer également ceux qui menacent. Oui, pour menacer également, c'est pour dissuader ceux qui menacent et pour rassurer ceux qui vont prendre la parole. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre la parole pour dire, peut-être il dit, n'ayez pas peur, nous avons garanti votre sécurité, rien ne vous arrivera. Donc parlez normalement. C'est pour déjà rassurer et pour dissuader les éventuels metteurs de pression sur les autres. Parlons de la paix sociale à présent. Vous avez vu, Satuné Diossou, certainement cette vidéo-là qui nous rappelle ces pays en guerre, tout au moins ces pays de djihadistes avec des militaires, avec des militaires en tenue militaire du Bénin, avec un policier également, avec des armes, des kalachnikovs en train de menacer, de demander d'arrêter ce procès-là. Sinon, il nous ramènerait ces images de guerre ici. Eh bien, est-ce qu'il fallait aller juste là? Est-ce que ce procès, pour ce qu'on a suivi juste là, avait besoin déjà de ces genres de vidéos, de ces genres de menaces, encore une fois? Est-ce que c'était le procès de la criette de lycée service de celle qui était visée? Je crois, selon ce que j'ai suivi, sauf erreur de ma part, que ce n'était pas... La vidéo? La vidéo. Si ce n'était que ça, bon, peut-être que vous aurez des informations à fournir à la police, puisque vous avez trouvé qu'il y a un policier. Ah non, mais écoutez, qu'il y a un policier. Moi, je n'ai pas dit, j'ai dit tenue policier, police républicaine. La nouvelle tenue, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, cette nouvelle tenue-là. Ça veut dire policier du Bénin. Bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo... Ça va m'écouter pourquoi? C'est pas sur les réseaux sociaux. Vous paniquez déjà. Moi, je suis à ma place. Que l'uniforme est semblable. Qu'au Togo également, on porte... Est-ce que vous avez suivi la vidéo? Si, je l'ai suivi. Bon. L'élément qui pourrait donc vous dédouaner, pour ainsi dire, c'est que l'intéressé qui a parlé, on a entendu bien dire Bénin dedans, tout au moins. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi vous voulez renvoyer les gens au Rwanda ou au Mali. Non, c'était pour vous taquiner, soit dit en passant. Merci. Je ne pense pas que le procès qui est en cours à la criette soit déjà de nature à faire intervenir des éléments cagoulés qui menaceraient de représailles si entre-temps on n'arrêtait pas ce qui se faisait. Qui sont ceux qui se sentiraient menacés au point de vouloir soulever des éléments
de nos forces armées pour tenter tel coup de force ou tel autre. La question reste posée. Quand moi j'ai suivi, en même temps j'ai trouvé ça grave, en même temps j'ai trouvé que bon, ce n'était quand même pas la peine de se donner cette peine pour ça, mais je disais que ce n'était pas que la FCC service parce qu'il se cachait derrière aussi de la précarité que vivent les Béninois aujourd'hui pour parler, pour faire écho peut-être à ça. Je pense que l'élément a été saisi par ceux qui sont concernés, pas par les menaces, mais par la hiérarchie militaire, Les forces de sécurité. les forces de sécurité qui, en principe, doivent tout faire pour retrouver ces éléments-là. Parce qu'une menace du genre n'est pas à banaliser, je trouve. Donc, Oui, et Joël Tchogwe, ça également, c'était déjà une autre tenue de ce procès, on m'a dit. Bon, je pense que ceux qui ont fait circuler la vidéo et déjà même les initiateurs de cette vidéo-là, les hommes cagoulés, habillés en tenue militaire. Ou peut-être des militaires aussi, Bon, qui sait? je ne voudrais pas être affirmatif, mais bon, qui sait effectivement. Non, cela participe à une technique d'insémination de la peur au Bénin. Et ça m'a rappelé tout de suite ces capsules de vidéos du genre Boko Haram qu'on voit avec Aboubakar Shekau, quand vous voyez, quand il y a attaque terroriste, rapidement, le monsieur se pointe avec des armes, avec quelques deux hommes derrière, et revendique l'attaque rapidement, et menace pour dire si dans les heures qui suivent, vous ne rendez pas tel élément de Boko Haram, si vous ne libérez pas telle personne, si vous ne changez pas de votre politique d'éducation par rapport à l'Occident et tout, on va encore frapper. Peut-être c'est bien vous qui avez bien compris, c'est le message que veut passer. Donc moi je les pense initiateurs. que voilà un peu, il faudrait que nous puissions faire attention encore. Et c'est pourquoi il rejoint Saturnin qui dit qu'il ne pense pas qu'on puisse restreindre la vidéo dans le champ purement de ce procès Criette-là. Et si ces services, on menace ces services, certes, on pourrait trouver peut-être que, oui, encore une fois, cela passe par ceux qui seraient les instigateurs des menaces pour dissuader les autorités donc au plus haut niveau de poursuivre. Ça peut être les mêmes auteurs. Ça peut être également ça, qui peut-être ont commandité cet élément-là. Ça peut être également des personnes qui n'ont jamais eu de lien avec même les forces armées béninoises. Et au passage, j'allais oublier, j'ai même lu sur un site d'information au Bénin ici, en ligne, que dans ce procès, l'état-major aurait un gros contrat avec ICC Service par exemple. Est-ce que ça peut être cette piste-là où des gens à l'interne donc de nos forces armées se sentiraient menacés au point d'en arriver là? Ça pourrait également être des pistes. Donc je pense que on pourrait s'interroger on pourrait quand même évoquer beaucoup d'hypothèses. Mais au-delà, quand on parle de la vie chère, ça a commencé facilement ailleurs comme ça. Je vous ai donné l'exemple de Boko Haram, qui est fortement contre la politique donc d'éducation, où on pense que c'est l'Occident qui... L'éducation à l'occidental. À l'occidental, c'est un motif qui a fait dégrader donc la situation, et nous sommes jusque-là. Le printemps arabe, il a fallu, on a dit la vie chère, on ne veut plus de dictateurs, et ça a commencé. Donc, au Bénin, on vient maintenant nous évoquer dans la vidéo cette façon de dire, bon, nous avons plus rien ne va, la vie chère et tout. Je pense qu'il faudrait prendre au sérieux ce pan donc de la question, cette vidéo, et un État responsable doit pouvoir se lancer donc dans une sorte de traque contre ces personnes-là. Je suivais votre entretien aujourd'hui avec votre invité. Vous parliez donc de cette brouille de nos fréquences où on semble voir en face des gens qui ne veulent pas s'intéresser à ceux qui brouillent. Dans un état sérieux, vous voyez quand il y a attaque terroriste dans un pays, tant que l'État ne retrouve pas les terroristes là, tout le pays est en alerte. Tout le pays est en alerte. On ne peut pas dormir. Donc je fais donc un détour par là pour dire, on brouille des fréquences, les autorités qui doivent réagir ne disent rien à propos, c'est comme si c'est du ne jamais vu, c'est sans grand intérêt et tout. On vient maintenant, on menace. Donc je voudrais quand même croire que les autorités ne vont pas prendre cette vidéo donc à la légère, penser que bon, c'est un épiphénomène et que ça va s'éteindre. Ça peut être également ça. Nous ne sommes pas loin du Nigeria, avec les frontières que nous partons avec le Nigeria, Boko Haram qui sévit. Aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri donc des attaques terroristes. On doit pouvoir savoir que ça passe par ces petits éléments et que peut-être
les djihadistes, comme vous les appelez tout à l'heure, les djihadistes profitant de cette situation, jusqu'ici, le Bénin n'a pas encore été frappé. On remercie Dieu pour ça. Et nous prions que ça n'arrive pas. Et quand ça commence comme ça, il faut pouvoir se lancer dans une traque contre ces personnes-là pour voir si ce n'est pas des intentions de terrorisme qui sont déjà en train donc de s'ébruiter. Donc ce sont des essais. Des essais pour voir un peu comment donc vont réagir les autorités donc béninoises. Donc on biffe le Bénin, Donc on veut quand même, et tout cela s'inscrit dans ce que on appelle aujourd'hui, quand vous suivez les documentaires, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que tous les pays doivent être contaminés par le fléau du terrorisme. Et que le Bénin peut-être dans une moindre mesure, le Togo, soit peut-être épargné jusqu'ici. Bon, ça peut commencer par là. C'est une anomalie de la règle. Bon, il faut qu'on puisse s'intéresser à ce dossier-là. Merci à chacun, merci à tous. Alphonse Mouessoudé, Joël Tchobwe, Saturnin, Diosso, Edgar Yankadiala, technique, fin de cette émission. L'intégral, c'est encore demain à 18h00.